Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de la team Feed by C. Je suis Chloé, donc la fondatrice de la team. Je suis aujourd'hui accompagnée de notre spécialiste en santé hormonale, Anaïs, et nous allons parler du syndrome prémenstruel. Donc tout d'abord, Anaïs, je vais peut-être te demander d'expliquer concrètement qu'est-ce que le syndrome prémenstruel. Ouais, super. Bonjour à tous. Alors effectivement, quand on parle de syndrome prémenstruel, souvent on dit SPM. C'est vraiment ce qui va regrouper tous les changements physiologiques et aussi psychologiques, émotionnels, qui interviennent lors de la seconde moitié en fait du cycle. Donc après l'ovulation jusqu'au début des règles, pour faire simple. C'est vraiment des symptômes qui vont être cycliques et qui vont venir perturber un petit peu notre vie quotidienne. Et en général, ils disparaissent effectivement au début du cycle menstruel, donc au début des règles. On estime qu'environ 80% des femmes souffrent, alors des femmes menstruées, souffrent de SPM. Et ça regroupe alors énormément de symptômes. On va probablement discuter des plus importants, mais on associe aujourd'hui quasiment 150 symptômes attribués au PMS, au SPM. Et effectivement, à tel point que il y a même une partie de la communauté médicale qui a envisagé d'abandonner le terme syndrome prémenstruel et d'accepter en gros ces symptômes comme normaux, ce qui est un problème parce que ça banalise ce syndrome qui, on en parlera un peu tout à l'heure, mais qui n'est pas normal. Et malheureusement, ça banalise l'importance de ce syndrome pour toutes les femmes qui en souffrent. On estime aussi, alors on discutera des différences entre SPM et PMDD, mais en gros, effectivement, il y a une espèce de limite entre ce qu'on considère comme SPM et ce qu'on considère comme plus ou moins normal dans les SPM, et ce qu'on considère comme étant vraiment anormal et allant au-delà des simples SPM. Mais voilà, en gros, faut essayer de se souvenir que c'est un ensemble de symptômes, à la fois émotionnels et à la fois physiques, qui interviennent entre l'ovulation et le début du cycle. Mhm. Est-ce que tu peux quand même faire une liste non exhaustive des symptômes peut-être les plus récurrents, les plus communs? Ouais. Alors, dans les symptômes, on va essayer de regrouper ça sur des grosses catégories, mais la première catégorie, les symptômes plutôt physiques. On va avoir tout ce qui est maux de tête, ça peut aller jusqu'aux migraines, les crampes évidemment qui sont on va dire un des symptômes les plus courants, que ça soit les crampes, abdominales, mais aussi les crampes, dans le bas du dos parfois. D'ailleurs les crampes vont s'étendre jusqu'en général au début des règles. Dans les symptômes très courants physiques, on a les douleurs au niveau de la poitrine, que ça soit un gonflement de la poitrine, mais aussi une douleur, une sensibilité au niveau des seins. Les gonflements, donc le bloating, ça c'est quelque chose qui est super, super récurrent chez les femmes avant leurs règles. C'est d'ailleurs une des choses qui souvent crée de l'inconfort, mais aussi la rétention d'eau qui va créer une prise de poids. Donc on observe parfois une prise de poids jusqu'à 2-3 kilos avant les règles. Il y a effectivement tout ce qui va être fatigue. Ça aussi, c'est vraiment très courant. Donc, cette espèce de sensation de brain fog, on est super fatigué, on a vraiment du mal à se concentrer. On a aussi des changements au niveau de l'appétit. Donc, ça, c'est un des symptômes les plus courants aussi. Pour certaines femmes, une baisse d'appétit, mais ça, c'est le moins courant. Pour la plupart des femmes, c'est plutôt au contraire une augmentation de l'appétit et des cravings, donc des envies de sucre en particulier, des envies de gras, des aliments comme ça qui deviennent un peu obsessionnels. Côté émotionnel, on va avoir, je parlais un peu de brain fog et cette sensation d'avoir le cerveau embrumé, mais on va aussi avoir des changements d'humeur, donc des mood swings, des envies, des sensations de tristesse. On comprend pas d'un seul coup, on est hyper irritable, anxieux, on n'a plus envie de rien. Ça peut aller jusqu'aux insomnies pour certaines femmes, des troubles dépressifs, des difficultés de concentration du coup en conséquence, de l'irritabilité, des changements au niveau de la libido aussi. Donc voilà, tout un tas de symptômes qui vont aller du simple symptôme un peu voilà de fatigue jusqu'à effectivement une dépression parfois un peu forte. Dans les symptômes physiques aussi que j'ai oublié de mentionner, il y a l'acné qui est très courante aussi parmi les changements qu'on observe avant les règles. Ouais, alors quand tu listes tout ça, honnêtement, je me sens vraiment très, très, très concernée, surtout ces
ces derniers temps. Je les ai quasiment tous, comme la plupart des femmes d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on fait ce podcast. Maintenant, bah voilà, souvent les symptômes, on les connaît, on arrive à les reconnaître, mais on ne sait pas toujours pourquoi ça arrive. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer, bah voilà, pourquoi en fait justement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous au niveau de nos hormones qui fait qu'on a ces symptômes-là? Ouais. Alors souvent on associe, d'ailleurs il y a beaucoup de recherches qui sont enfin faites sur le sujet, en ce moment. On associe souvent les syndromes ou le syndrome prémenstruel ou les symptômes du syndrome prémenstruel à un changement, hormonal. Alors c'est pas si simple, je vais pas rentrer trop dans les détails pour pas, ennuyer tout le monde, mais je vais essayer de donner un aperçu de pourquoi ça fonctionne, comme ça et pourquoi est-ce que ça se déclenche, on va dire. Alors effectivement, une des premières raisons, c'est qu'on associe au SPM, c'est effectivement un déséquilibre hormonal, à savoir un déséquilibre des oestrogènes en général. Alors, c'est soit parce qu'on a une dominance en oestrogène de manière absolue, soit de manière relative à la progestérone. Et c'est d'ailleurs ce qui est le plus courant dans ce qu'on observe, c'est effectivement pas nécessairement qu'on produit trop d'oestrogène, mais que effectivement le ratio progestérone et oestrogène est pas optimal. Donc c'est une des premières conséquences. Effectivement, on a un dysfonctionnement quelque part qui fait que le changement hormonal qui s'opère après l'ovulation et avant les règles va être un peu drastique et va créer du coup tout un tas de symptômes. Donc c'est une des premières raisons. C'est pas c'est pas nécessairement la plus répandue. C'est assez intéressant de noter que souvent le syndrome prémenstruel il est moins dû à des déséquilibres hormonaux parmi les hormones sexuelles qu'à un déséquilibre en fait dans les hormones notamment du stress et des neurotransmetteurs. Et donc ça, effectivement, c'est important parce qu'il y a parfois, on associe ça juste aux hormones sexuelles, mais il faut savoir effectivement que les hormones sexuelles sont énormément liées à tout un tas d'autres hormones et d'autres systèmes. Et effectivement, des déséquilibres dans d'autres systèmes peuvent être responsables de ces déséquilibres, effectivement, dans les hormones sexuelles. Dans les responsables les plus courants, il y a aussi beaucoup de carences nutritionnelles qui soient présentes de manière globale, mais aussi parfois créées par exemple, l'utilisation de la pilule. Effectivement des carences nutritionnelles comme la vitamine B6, vitamine E, vitamine A, calcium, magnésium, qui peuvent effectivement contribuer à des SPM. L'hypoglycémie et les problèmes de gestion du sucre dans le sang et des déséquilibres de la glycémie, résistance à l'insuline, qui peuvent être énormément liés à ça également. Tout ce qui est dysfonctionnement surrénalien, donc ça on en parle souvent, mais dysfonctionnement de l'axe HPA, d'ailleurs j'en parlais dans le podcast que j'ai fait récemment, les difficultés effectivement de régulation, notamment du cortisol, qui peuvent avoir un gros effet. Et d'ailleurs on parle souvent de l'impact du stress sur les SPM, et c'est effectivement quelque chose qui est vrai. Et tout ce qui va être associé aux problèmes de thyroïde, qui elles aussi, donc les hormones thyroïdiennes, quand on a des SPM, on s'assure de bien vérifier l'état des hormones thyroïdiennes parce que effectivement elles ont un impact sur tout ça, sur nos ovaires notamment, et du coup en conséquence sur le syndrome prémenstruel. Et tout ce qui va être d'ailleurs manque de vitamine D, manque d'iode, etc., qui peuvent contribuer à ces déséquilibres-là. Donc effectivement, c'est pas si simple que juste un déséquilibre hormonal classique. Il y a effectivement tout un tas d'éléments, et on en parlera dans les solutions, mais il y a tout un tas d'éléments, le stress, les toxines, la constipation, les problèmes gastro-intestinaux, qui peuvent être effectivement énormément liés à un déséquilibre quelconque, peu importe le déséquilibre qui est présent, mais qui contribue à l'apparition des SPM ou le fait que ça s'empire. Ok, c'est super intéressant. Ça explique vraiment pourquoi, peut-être, voilà, quand on a une période où on est plus stressé, on a des SPM plus forts. Pourquoi peut-être les femmes qui ont, je sais pas, un trouble du côlon irritable peuvent avoir des SPM plus forts, puisque voilà, si la digestion va pas, on n'assimile pas bien, on peut avoir plus de carences, etc. Donc ouais, ok, super intéressant. Au moins, on sait, on peut mieux comprendre en fait les causes et pourquoi ça se passe. Moi, je me demande. Ouais, c'est super. J'en profite
pardon, excuse-moi, j'en prie, pour effectivement aborder ça sur l'impact, les PMS en fonction effectivement de l'impact du stress, l'impact de la santé intestinale. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une approche personnalisée parce que la raison, on va dire, des SPM n'est pas toujours la même. Effectivement, on a noté, il y a beaucoup d'hommes qui ont noté, notamment pendant la période du Covid, que leur SPM était hyper fort et empiré. Effectivement, il y a eu des recherches qui ont été faites sur ce sujet-là parce qu'effectivement, le stress autour de cette période-là, ça a été un stress sans précédent qui a touché le monde entier et ça a eu un impact. Il y a eu des aménorrhées qui ont été reportées plus fortes que d'habitude, plus présentes que d'habitude et effectivement des SPM plus forts que d'habitude et c'est souvent associé effectivement à l'impact du stress à ce moment-là. Mhm. Et aussi, d'ailleurs, ce que tu as dit, la résistance à l'insuline, peut-être aussi les femmes qui ont, par exemple, un SOPK, ont souvent une résistance à l'insuline, ça peut aussi, du coup, impacter davantage le SPM, etc. Moi, je me demandais, est-ce que certains symptômes sont liés à certaines hormones? Par exemple, avant, tu parlais d'un surplus d'œstrogène ou d'un manque de progestérone, etc. Est-ce qu'on peut se dire, OK, si je donne un exemple. Si j'ai les seins gonflés, est-ce que ça veut dire que j'ai un surplus d'œstrogène ou est-ce que j'ai ci, est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'on peut faire des corrélations entre les symptômes et ce qui se passe à l'intérieur? Ouais, non, c'est une super bonne question. Effectivement, alors c'est comme d'habitude avec les hormones, c'est toujours un peu plus compliqué que j'ai un symptôme, ça veut dire que j'ai une hormone spécifiquement qui est déréglée, mais oui, effectivement, ça donne des indices. Et ça, c'est vrai que c'est important, tout ce qui va être aussi le moment où on observe ces symptômes. Est-ce que c'est plutôt juste après l'ovulation? Est-ce que c'est plutôt juste avant le début du cycle? Ou est-ce que c'est au contraire, j'ai énormément de symptômes plutôt au début de mon cycle et pendant mes règles? Ça va donner effectivement des indices sur quel type d'hormones sont touchées. Par contre, ça donne pas des indices forcément sur la raison. Et c'est pour ça effectivement, ça revient sur ce qu'on disait juste avant, que c'est pas juste typiquement les hormones sexuelles qui vont être déréglées, mais ça peut venir de causes plus profondes. La thyroïde, les glandes surrénales, etc. Mais effectivement, ça va nous donner des indices. Et c'est hyper important. C'est d'ailleurs un des points sur lesquels je travaille quand on fait les consultations avec les clientes et les questions que je pose, notamment sur les symptômes. Ça, effectivement, c'est important parce que ça donne des détails. Ça nous indique effectivement, OK, vers quoi on va un peu s'orienter. Est-ce qu'on a un système qui est plus déséquilibré que l'autre, etc., etc. Donc oui, clairement, on peut effectivement avoir des indices, et notamment, tu parlais de l'exemple des oestrogènes, qui est, comme je disais tout à l'heure, on va dire une des causes les plus courantes, c'est l'excès en oestrogène, que ce soit absolu ou parce que le ratio avec la progestérone n'est pas bon. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on va observer assez rapidement via les symptômes. Par exemple, si on a des problèmes de constipation, etc., et des PMS, on va effectivement pouvoir associer ça et se dire effectivement, voilà, si j'ai le problème de constipation, si j'ai tel et tel symptôme, on a du mal à éliminer les oestrogènes. Il faut savoir qu'effectivement, quand on a une mauvaise gestion d'un point de vue constipation et qu'on n'arrive pas à éliminer à la selle quotidiennement, on va malheureusement réabsorber certains oestrogènes qui sont censés être éliminés par la selle. Et donc, on va se retrouver avec des oestrogènes qui, au lieu d'être éliminés, retournent en circulation dans le sang. Et donc, on a effectivement une domination d'oestrogène qui apparaît ou qui empire. Et du coup, les symptômes associés à ça. Donc oui, effectivement, ça donne des indices. Ouais, ok. Je me permets juste de un petit peu mieux expliquer par rapport à la dominance en oestrogène. Ça peut avoir deux causes, c'est-à-dire qu'on peut avoir une surproduction d'œstrogène ou alors la dominance en oestrogène peut être causée par le fait qu'on n'a pas assez de progestérone. C'est ça que tu entends quand tu dis le ratio œstrogène-progestérone. Ouais, exactement. C'est effectivement soit le fait d'en produire trop ou de pas bien l'éliminer. Du coup, on en a trop en fait. C'est pas nécessairement. On peut en produire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant quand on fait quand on fait des bilans sanguins et qu'on veut des bilans sanguins complets, parce que c'est pas nécessairement juste les oestrogènes qu'on produit, c'est aussi les oestrogènes qui sont présents. Et ça, c'est effectivement important de le noter. La dominance en oestrogène n'est pas toujours due au fait qu'on en produise trop, effectivement. Mhm. Et des fois, c'est pas qu'on a trop d'œstrogène, on a un taux d'œstrogène qui est normal, mais on n'a pas assez de progestérone par rapport au taux d'œstrogène. Exactement, exactement. Ouais. Ok, maintenant, alors, je vais te poser la question qu'on nous pose, je pense, le plus souvent et je pense qu'il va être le plus intéressé dans tout ce podcast. C'est est-ce que souffrir de SPM, c'est normal? Est-ce que on doit juste s'y faire et vivre avec? Ça, on entend souvent. T'es une femme, c'est normal, t'as un SPM.
tais-toi et souffre en silence. Ou alors, jusqu'à quel degré c'est OK et à quel moment ça ne l'est plus, en fait? Ouais. Ouais, c'est une bonne question. C'est d'ailleurs, c'est un des points souvent que j'aborde avec mes clientes qui me disent: «Ah, en fait, c'est pas normal ça». En fait, effectivement, le SPM, c'est tellement devenu, parce qu'il y a tellement de femmes, je disais tout à l'heure 80 des femmes menstruées souffrent de au moins un SPM, ou un symptôme de SPM. Effectivement, c'est tellement courant, il y a tellement de femmes qui en font l'expérience, qu'on considère effectivement le SPM comme étant quelque chose de normal. C'est pas normal. C'est courant, mais c'est pas normal. Et c'est parce que c'est courant qu'on pense que c'est normal, mais ça ne l'est pas. La douleur n'est jamais présente pour rien. On n'est pas censé avoir mal. Et quand on réfléchit, c'est ça qui est assez dingue, c'est que ça existe que chez les femmes. Euh, Si on a mal, disons qu'on n'est pas, déjà si on n'est pas une femme et qu'on a mal quelque part, la première chose qu'on se dit, c'est j'ai un problème, il se passe quelque chose. Si on est une femme et qu'on a mal ailleurs, j'en sais rien, moi j'ai mal au dos. Bon, ben, c'est pas normal. Je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe, ok. Et malheureusement, on a complètement le côté cycle et le côté hormonal des femmes est devenu complètement banalisé et on se dit même plus qu'il y a quelque chose de pas normal. C'est juste ah bah oui, bah je vais avoir mes règles, j'ai mal, c'est normal. Non. Alors c'est important d'avoir en tête que certains changements minimales sont considéré comme normal. C'est-à-dire qu'effectivement, être capable, et d'ailleurs c'est important, on en parlera tout à l'heure dans les solutions et comment faire face au SPM, mais dans, dans, dans la compréhension de son corps et dans le fait qu'on soit plus connecté à son corps, se rendre compte des changements hormonaux qui sont eux normaux, c'est quelque chose qui est important. Et effectivement, on encourage les femmes à essayer de bien comprendre leur cycle, essayer effectivement de repérer leur ovulation, et on va, si on est bien connecté à son corps, effectivement noter des changements. Par contre, ces changements-là doivent être non douloureux et ne doivent pas perturber notre vie quotidienne. Ça, c'est ce qui est considéré comme normal. Si on a quelque chose qui va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on a de la douleur, même si c'est une douleur qui est supportable, qu'on a de la douleur, ou qu'on en arrive à avoir une perturbation de notre vie sociale ou vie au travail ou vie avec les enfants, ou bref, peu importe, vie quotidienne, là, c'est là qu'il y a quelque chose effectivement de complètement anormal et qu'il faut mettre le doigt dessus et essayer de comprendre ce qui se passe. Donc c'est vraiment la différence que je fais et souvent les femmes me disent non, 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 pour moi, tant que j'ai mal mais que c'est tolérable, c'est normal. Non, effectivement, la douleur n'est jamais normale. Et effectivement, comprendre ce qui se passe, ça va être important voilà, pour remettre les choses, on va dire, un peu plus, pour rééquilibrer, on va dire, un petit peu tout ça. Mais c'est important, effectivement, d'avoir en tête que non, la douleur n'est jamais normale et on va, là aussi, quand on parle de changement émotionnel, là aussi, on va avoir quelques changements perceptibles, mais on ne veut pas que ça devienne handicapant ou que ça devienne gênant. Avoir des mood swings, avoir une irritabilité, commencer à s'énerver d'un seul coup, snapper d'un seul coup comme ça, devenir irritable, dépressive, avoir des envies incontrôlables de nourriture, c'est pas normal. Et quand on parle effectivement d'un cycle normal, et là pour le coup je vais prendre mon exemple où alors j'ai encore des symptômes hormonaux, attention, je ne suis pas parfaite, mais d'un point de vue cycle, pour prendre mon exemple et là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis mes courbes de température, je suis ma glaire cervicale pour savoir effectivement où j'en suis. Mais si je ne faisais pas ça, je serais incapable de dire, c'est très imperceptible, peut-être un tout petit peu certaines envies de nourriture qui changent, mais c'est vraiment imperceptible. Je serais quasiment incapable de dire que mes règles vont arriver. Et c'est ça qu'on veut atteindre. C'est ça le cycle normal, c'est d'avoir quasiment aucun changement physique et émotionnel. Et ça, effectivement, je pense qu'il y a très peu de femmes qui, qui en sont, qui en sont là aujourd'hui. Donc, ça donne effectivement et je pense que ça va en choquer beaucoup, hein, mais c'est ça la normalité d'un cycle. Ouais, alors, si moi je peux donner mon exemple contraire, mon cas actuellement, c'est que je souffre de SPM pendant deux semaines et demie, où je suis gonflée, où je suis fatiguée non-stop, j'ai une humeur, mais je suis hyper down. Et vraiment, je sais, ok, je vais avoir mes règles, mais dans 2 semaines. Donc ça dure vraiment très longtemps et ce n'est
absolument pas normal. Mon état actuel, on va en reparler un petit peu après, mais c'est parce que j'ai retrouvé un cycle il y a pas longtemps, après une longue aménorrhée, donc voilà. Mais bah, moi, ce que je vis actuellement, ce n'est absolument pas normal. Et j'en parle beaucoup bah, voilà, dans mes vidéos YouTube en ce moment. Et j'ai tellement de femmes qui me disent, j'ai l'impression d'être toi, là. Ce que tu racontes, c'est, je me reconnais. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vraiment, comprenez, ce n'est pas normal. Vous devrez, bah, comme Anaïs vient de le dire, à peine pouvoir identifier que vous avez des symptômes, que vos règles vont arriver, quoi. Ah ouais, alors effectivement, quand on parle des symptômes justement qui, voilà, qui en arrivent à devenir, intolérables, c'est là où on peut effectivement aborder et ça sera pas le sujet du podcast aujourd'hui, donc on va pas s'étendre sur ce sujet-là, mais on voulait aborder ensemble le sujet des PMDD, heu, qui sont effectivement, faut imaginer, les PMDD, comme des SPM sous stéroïdes. OK? Donc c'est vraiment, c'est vraiment genre, on arrive à quelque chose, où là je me dis effectivement voilà, j'ai effectivement des SPM. Attention, est-ce que c'est vraiment des SPM ou est-ce que j'en suis à quelque chose de super, super, super fort où on va pouvoir effectivement maintenant mettre le doigt sur peut-être quelque chose qui est différent. Donc, PMDD, c'est Premenstrual Dysphoric Disorder. Et effectivement, comme je disais, c'est voilà, des PMS, des SPM sous stéroïdes. C'est vraiment quelque chose de super fort. Et je voudrais effectivement aborder le sujet parce que c'est un sujet dont on parle très peu, dont je pense encore plus en Europe, dont on voit très très peu de choses passer sur le sujet, effectivement. Il y a des similarités. Alors, les PMS et les PMDD représentent de nombreuses similitudes. C'est pour ça que parfois c'est un peu difficile de faire la distinction. Les deux vont inclure les mêmes symptômes, ballonnement, crampes, sensibilité de la poitrine, fatigue, irritabilité, etc., etc. Là où effectivement on va faire la différence, c'est que les PMDD sont en général un peu plus longs que les SPM et ils vont être plus graves. Donc ça va vraiment interférer avec votre qualité de vie. Souvent, les symptômes graves vont aller du côté émotionnel. Donc énormément de symptômes d'un point de vue anxiété, dépression, envie suicidaire. Et ça, c'est quelque chose dont on parle pas. C'est un sujet qui est extrêmement tabou, encore plus tabou que les SPM. Mais effectivement, les femmes qui souffrent de PMDD vont souvent avoir, et c'est vraiment des phrases qui ressortent, hein, pendant 2-3 jours, envie de se jeter par la fenêtre. Et c'est quelque chose qui est hyper culpabilisant. Donc, je veux absolument mettre le doigt dessus. Vous souffrez de PMDD, c'est quelque chose qui vous touche tous les mois. Il faut absolument vous faire accompagner sur 2 points. Le point psychologique. Donc, il faut absolument avoir un suivi émotionnel et psychologique et il faut avoir un suivi sur vos hormones. Ne restez pas dans ces conditions-là, ne restez pas dans cet état-là parce que c'est quelque chose qui atteint énormément de femmes et qui vous pourrit la vie. Faites-vous écouter, faites-vous accompagner. Parlez à vos médecins qui n'ont absolument aucune idée de ce que c'est qu'un PMDD. Mettez le mot dessus et vraiment activez les suivis parce que vous pouvez vous faire accompagner sur ce sujet-là. Il faut pas rester dans cet état-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est même pas forcément que c'est tabou ou que, en fait, si on n'en parle pas beaucoup, c'est surtout que c'est encore pas connu. Comme tu viens de le dire, surtout en France, surtout en Europe, c'est un trouble qui n'est pas encore connu. D'ailleurs, en français, c'est le trouble dysphorique prémenstruel, le TDM, si vous voulez un petit peu rechercher. Mais c'est surtout, ben voilà, c'est pas encore assez connu, mais ben, comme Anaïs vient d'expliquer, c'est vraiment un syndrome prémenstruel extrêmement fort, très sévère. Moi, je me demandais juste, Anaïs, est-ce que il doit être diagnostiqué par un médecin? Alors, oui et non. Oui, alors dans le parcours de santé classique en Europe, c'est important parce que ça active certains autres, «mécanismes» entre guillemets, donc pour être suivi par notamment psychologiquement, et avoir une prise en charge parfois, c'est important. Malheureusement, le diagnostic est difficile à avoir. Mais effectivement, idéalement, c'est important d'avoir ce diagnostic, encore une fois, pour le parcours de soins. Aussi parce que certaines femmes vont nécessiter certains types de traitements. Alors,
On parlera de la pilule dans un instant. Il y a une pilule qui est développée aux États-Unis notamment et qui est prescrite pour PMDD. C'est pas toujours une bonne solution parce qu'un des effets secondaires de la pilule contraceptive, c'est la dépression. Donc forcément, voilà, pour certaines femmes, c'est encore pire. Mais effectivement, c'est important d'avoir le diagnostic pour activer un peu le parcours de soins. Ça ne veut pas dire que vous aurez le suivi adapté derrière, malheureusement, parce que le suivi qu'on va essayer d'avoir et d'enclencher, c'est plutôt un suivi de type naturo, thérapie nutritionnelle comme ce qu'on peut proposer avec les SPM, mais voilà, vraiment axé sur le PMDD et avec justement l'accompagnement d'un suivi psychologique et de certains nutriments qui sont adaptés, notamment pour agir au niveau des neurotransmetteurs. Donc voilà, c'est important d'avoir un diagnostic, mais je veux pas, voilà, c'est pas pour vous décourager, mais c'est très probable que ce diagnostic soit difficile à poser. Ok, ouais. Je posais juste la question parce que euh, je me demandais en fait s'il n'y a pas des femmes, parce que voilà, quand on souffre de SPM, ben, on le sait directement. Et je me demandais un petit peu, voilà, comment on sait si c'est vraiment grave au point qu'on puisse dire j'ai un PMDD ou non. Mais je pense que voilà, la distinction est un peu compliquée à faire et c'est assez. Juste pas que trop de femmes en fait diagnostic en fait c'est ça qu'elles se disent ah oui mais moi je suis vraiment triste, j'ai forcément un PMDD, attention de pas trop faire des raccourcis trop vite, c'est ça. Non, effectivement, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quand ça pousse à un point très, très, voilà, très, on va dire, plus poussé, et vraiment, vraiment, vraiment en général. Alors, en général, c'est vraiment le côté émotionnel hein, qui va nous donner des indices, mais aussi, enfin, voilà, si quand vous avez vos PMS, vous êtes plié en deux, vous vomissez, vous avez besoin, voilà, vous pouvez pas bouger, vous pouvez pas marcher, vous avez des pensées suicidaires, effectivement, ça peut donner, voilà, ça peut donner des indices de ce côté-là et vous rapprocher de spécialistes pour avoir un diagnostic, ça peut être important, surtout parce que malheureusement, on manque le travail quand c'est le cas. Donc, avoir effectivement quelqu'un qui vous suit derrière et qui est capable de vous accompagner de ce côté-là, ça va être important. Moi je voulais aussi qu'on parle un petit peu de l'ovulation. Ça c'est aussi quelque chose dont j'ai souffert il y a pas très longtemps, c'est que juste avant mon ovulation, j'ai eu aussi des signes, enfin des symptômes de comme un SPM en fait. Et donc ma question c'est est-ce que c'est possible justement d'avoir un SPM avant ou pendant l'ovulation? Ou alors est-ce que c'est aussi possible d'avoir un SPM après les règles? Parce que normalement on dit voilà, on a un SPM forcément jusqu'aux règles et le jour des règles, bah, les symptômes disparaissent et ensuite c'est bon. Mais est-ce que certaines femmes peuvent avoir aussi un SPM pendant ou après les règles? Ouais, alors, bonne question. Ça nous permet effectivement de discuter un petit peu de l'ovulation. Alors, non, c'est pas un SPM. En gros, effectivement, le SPM, c'est vraiment ce moment précis, post-ovulation, pré-règle. Et s'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de SPM. Donc ça aussi, c'est important parce qu'on peut avoir des symptômes de dérèglement hormonaux alors qu'on a des aménorrhées, ou on peut avoir des symptômes de dérèglement hormonaux sous la pilule, et on en discutera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais alors que du coup, on n'a pas d'ovulation, par exemple. Donc c'est important effectivement de noter. Ce qu'on appelle SPM, c'est après une ovulation, avant les règles. Par contre, il y a des symptômes qui peuvent être présents à d'autres moments du cycle. Et ça, effectivement, les symptômes de l'ovulation notamment, alors ça arrive beaucoup, beaucoup chez les femmes aussi qui sortent d'une aménorrhée longue, qui du coup vivent les changements hormonaux qui s'opèrent autour de l'ovulation de manière ultra drastique et sont très sensibles à ces changements-là et donc vont noter effectivement d'autres symptômes. Donc c'est pas des SPM, mais effectivement il y a des symptômes qui existent. J'ai d'ailleurs des clients qui sont souvent un peu perdus et qui me disent mais je comprends pas ce qui se passe, j'ai des symptômes là jour 10 ou jour 12 de mon cycle et c'est clairement pas des SPM. Effectivement, elles peuvent avoir des symptômes pré-ovulatoires ou des symptômes effectivement post-règles, alors qui se déclenchent en fait au moment où les règles se déclenchent et qui ne sont pas des SPM, qui sont là aussi autre chose. Typiquement, c'est mon cas. Moi, je souffre. Alors, j'ai réglé tout ça de problème d'un point de vue hormonal, mais le dernier problème qui traîne, qui est malheureusement pas une acné hormonale, mais qui est une sensibilité au niveau de ma peau qui se déclenche
après mes règles. Et donc, c'est pas un SPM, c'est pas l'acné hormonal qu'on connaît, qui ça peut pas être traité de la même manière, mais effectivement, c'est une sensibilité à d'autres procédés hormonaux qui s'opèrent après le début du cycle. Donc, effectivement, oui, on peut avoir d'autres symptômes. C'est plus des SPM, mais c'est d'autres symptômes qui vont être liés à d'autres changements hormonaux. Et ça, c'est hyper important de les avoir en tête aussi et de les aborder parce que on a des indices. En fait, on sait ce qui se passe quand on sait à quel moment on est du cycle, donc c'est hyper important parce qu'on peut avoir une idée sur ce qui se passe d'un point de vue hormonal. Typiquement, quand on a effectivement cette phase lutéale qui commence après l'ovulation, on est censé avoir une augmentation de la progestérone, et quand on a les règles qui commencent, on est censé avoir cette espèce de moment où on a les hormones qui sont très très basses et ensuite cette espèce d'augmentation des oestrogènes tranquillement jusqu'à l'ovulation. Et donc effectivement, si on a des symptômes à ce moment-là, on peut avoir des indices sur ce qui se passe d'un point de vue hormonal et se dire il y a peut-être un problème d'un point de vue d'une hormone spécifique à ce moment-là précis du cycle. Donc c'est des données qui sont ultra importantes. C'est d'ailleurs pour ça que j'encourage toutes mes clientes à noter tous les symptômes possibles et imaginables qui arrivent au moment de leur cycle, que ça soit pendant la menstruation, au niveau de l'ovulation ou après l'ovulation. Mais ouais, c'est hyper important. Toutes ces hormones-là, elles sont vraiment elles travaillent vraiment en corrélation. Ça peut être effectivement des perturbations ou des interventions au niveau de la FSH-LH également, qui sont deux autres hormones qui vont augmenter juste avant l'ovulation notamment. Donc, ces données-là sont hyper importantes. Et notamment, on parle de la progestérone qui est elle aussi hyper importante, mais qui augmente juste après l'ovulation. Et ça, c'est hyper important d'avoir ces données-là parce que, comme on disait tout à l'heure, l'augmentation ou la présence d'œstrogène par rapport à l'augmentation de la présence de progestérone, tout ça, c'est lié et ça nous donne effectivement énormément d'indices quand ces symptômes se déclenchent. Si c'est avant l'ovulation, après l'ovulation, pendant les règles, avant les règles, après les règles, ça donne beaucoup d'indices sur les potentiels déséquilibres hormonaux qui sont présents. Je suis désolée, j'essaie de faire simple, mais voilà, c'est toujours un peu compliqué de faire simple avec les changements hormonaux qui s'opèrent parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Non, mais c'est super intéressant. Au moins, on sait que oui, on peut avoir des symptômes à différents moments du cycle, par exemple juste avant l'ovulation, etc. Comme ça, au moins, encore une fois, je reprends mon exemple, mais moi aussi, il y a justement ce mois-là, je faisais de la rétention d'eau juste avant mon ovulation et je comprenais pas pourquoi. Et après, quand j'ai ovulé, j'étais là, ah ok, ça, c'était sûrement à cause de ça. Et effectivement, donc voilà, au moins on sait que effectivement on peut avoir des symptômes aussi autour de l'ovulation ou après les règles, etc. Et comme Anaïs l'a dit, très 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 important de suivre son cycle, de suivre ses symptômes pour pouvoir expliquer, faire des corrélations et comprendre un petit peu mieux son corps, comprendre ce qui se passe, etc. Je voulais aussi te demander, est-ce que c'est possible d'avoir un SPM différent d'un cycle à l'autre? Est-ce que ça peut varier? Ouais, alors, en général, alors quand je dis c'est stable, en général, on a le même type de symptômes. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, la poitrine, ou on va avoir, par exemple, des symptômes émotionnels, ou on va par exemple du bloating. Donc, en général, les groupes de symptômes changent pas beaucoup. En revanche, la force, la présence plus ou moins importante de ces symptômes peut changer. Et ça, alors, tout ça, c'est toujours hyper personnalisé et ça va dépendre des femmes. Mais dans ton cas, typiquement, avec une aménorrhée de long terme et là, le redémarrage de ton cycle et en plus un déséquilibre au niveau de ta thyroïde, c'est un peu plus variable que les femmes, on va dire, qui sont un peu plus régulées. Mais effectivement, pour la plupart des femmes, le type de symptôme va être identique, mais la puissance ou la force de ces symptômes peut changer un petit peu. C'est important d'avoir ça en tête parce que pourquoi ça change justement un petit peu ou parfois de manière assez forte, vous allez pouvoir noter par exemple si vous avez une période de stress, on en parlait tout à l'heure, où du coup les symptômes sont complètement exacerbés, ou si vous avez mal mangé, par exemple, le mois avant ou les semaines avant l'ovulation, par exemple. Ça, c'est hyper important et on va en parler dans les solutions, mais oui, parce que votre lifestyle et vos habitudes vont avoir un impact énorme sur vos SPM. Ouais, ok, donc en fait, c'est principalement l'hygiène de vie qui va pouvoir impacter les SPM. En parlant du coup d'aménorrhée, est-ce que
forcément, après une aménorrhée, on va souffrir de SPM. Est-ce que forcément le SPM sera plus fort que si on avait un cycle régulier? Est-ce que tu peux parler un petit peu voilà, des SPM après une aménorrhée? Une fois qu'on a retrouvé ses règles, donc l'aménorrhée, il faut savoir que c'est une absence de règles, ou même une anovulation, donc une absence d'ovulation pendant au moins 3 mois. Moi, dans mon cas, j'ai eu une aménorrhée pendant 2 ans. J'avais retrouvé mes règles pendant 6 mois et je l'ai reperdu pendant une année. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un SPM aussi fort parce que j'ai retrouvé mes règles il y a pas très longtemps. Alors là aussi, ça va vraiment dépendre des femmes. Et ça va dépendre de la raison pour laquelle on a eu une aménorrhée. Alors, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Ça va dépendre aussi de combien de temps on a eu cette aménorrhée, quels étaient nos symptômes avant l'aménorrhée, et effectivement, encore une fois, le type d'aménorrhée, pourquoi on a eu une aménorrhée. Effectivement, si on prend le cas d'une aménorrhée secondaire qui est intervenue, par exemple, après une PrEP, voilà, truc classique, stress sur le corps, régime hypocalorique et trop d'exercice par rapport à ce qu'on mange. On peut effectivement avoir une aménorrhée qui était courte, temporaire, et le cycle quand il revient avec voilà la mise en place de effectivement une diète appropriée, un apport approprié, une régulation du stress, etc. En général, les SPM vont pas être nécessairement plus forts que ce qu'ils étaient avant. On a finalement un cycle qui revient après une courte aménorrhée, plus ou moins comme il était avant. Quand on a une aménorrhée qui était plus longue et qui a été provoquée par d'autres types de dérèglements hormonaux ou une aménorrhée post-pilule, après avoir utilisé la pilule pendant longtemps, pilule contraceptive hormonale, là, pour le coup, c'est un peu différent. On peut avoir des nouveaux symptômes. Des symptômes qui n'étaient pas présents avant, mais parce que justement, on a eu des dérèglements hormonaux qui se sont développés pendant cette période, qui soit étaient la cause, soit étaient la conséquence, entre guillemets. C'est toujours un peu l'œuf et la poule dans ces cas-là, mais effectivement, du coup, les SPM peuvent être ultra présents quand le cycle revient et peuvent être nouveaux. Ça peut être des SPM dont on n'a jamais eu à souffrir avant. Donc, c'est vraiment effectivement cas par cas, et on va dire plus l'aménorrhée est longue, plus en général il y a une cause compliquée à cette aménorrhée, et effectivement plus la reprise des cycles peut être problématique. Mais effectivement, c'est très très dépendant à la fois de la cause et de ce qui se passe voilà dans le dérèglement hormonal en question. Mais on va dire que le cas que je vois le plus souvent, c'est une post-aménorrhée qui a duré longtemps parce qu'on a arrêté la pilule et que la pilule a eu un effet, on a eu un syndrome post-pilule qui a été important, et malheureusement, pendant ce laps de temps, entre tout le temps de prise de pilule plus tout le temps d'aménorrhée post-pilule, il y a beaucoup de choses qui se sont opérées, et ce que j'observe souvent, c'est effectivement par exemple un SOPK qui avait été non diagnostiqué, et malheureusement du coup une aménorrhée qui est liée à ce SOPK, et énormément du coup de troubles hormonaux qui se sont développés pendant cette période. Et là effectivement on a quand le cycle revient, parce que souvent quand on travaille avec moi pour l'aménorrhée, donc effectivement on va trouver la raison de cette aménorrhée là, on va travailler sur ça, le cycle revient et effectivement on trouve des SPM un peu violents quand le cycle revient, parce que tout se redéclenche tout simplement. Et malheureusement, avec le redéclenchement, se déclenchent aussi les symptômes associés aux petits syndromes qui sont présents, qui étaient présents mais cachés par la pilule. Donc oui, c'est vraiment, ouais, pour faire court, c'est possible, et ça dépend vraiment des personnes et la raison pour laquelle il y avait une aménorrhée derrière. Ouais, bah, une fois que les cycles reprennent, bah, voilà, le corps il doit aussi se retrouver un équilibre. Enfin, les hormones doivent aussi se réguler, et tout doit reprendre. Donc voilà. Est-ce que il y a une différence au niveau des SPM si on est sous contraceptif hormonal, donc la pilule, un implant, etc., ou si on est si on a un stérilet au cuivre, donc une contraception non hormonale? Ouais, bonne question. Alors effectivement, il y a beaucoup comment on dit en français? Beaucoup de misconceptions, je trouve pas le mot en français. Beaucoup de on-dit ou de croyances sur l'utilisation de la pilule par rapport au SPM, et comment est-ce que, entre guillemets, ça se passe quand on est sous pilule. Alors, d'abord, on peut avoir des SPM sous pilule, ce qui effectivement paraît bizarre, mais ça dépend des contraceptifs hormonaux qu'on prend. Ça dépend pourquoi on prend la pilule, et ça dépend effectivement quel type de pilule on prend.
quoi qu'il arrive, effectivement, la pilule hormonale, donc la contraception hormonale, on dit pilule, mais ça peut être stérilé pardon, hormonal, IUD hormonal. Les changements hormonaux vont être un peu différents. Effectivement, étant donné que la contraception hormonale va utiliser des hormones synthétiques comme les oestrogènes, la progestérone, la testostérone, etc., peu importe ce qu'on prend comme contraception, si le but de la contraception hormonale est d'empêcher l'ovulation, ça va empêcher la chute hormonale naturelle qui provoque ou qui empire les SPM, comme on disait plus tôt, comme on disait en amont. Donc ça va effectivement on va dire ralentir les SPM pour la plupart des femmes. Mais encore une fois, vu que les pilules sont pas toutes les mêmes, si on prend une pilule progestative pardon, ou une mini pile, ou bref, ça va avoir effectivement des impacts un petit peu différents. Mais de manière générale, on est censé, quand on a une pilule contraceptive qui est hormonale, avoir moins de symptômes prémenstruels, puisque forcément, on a un impact sur cette chute ou cette augmentation d'hormones qui crée l'ovulation et qui effectivement déclenche en conséquence les SPM. Donc c'est pas, ça veut pas dire que les SPM sont plus jamais présents, c'est effectivement qu'on «cache» entre guillemets ça avec le mécanisme des hormones synthétiques. En revanche, puisque justement toutes les pilules sont pas égales et qu'on n'utilise pas forcément les mêmes composés hormonaux en fonction des pilules, certaines femmes peuvent quand même avoir des SPM sous pilule. Et malheureusement, faut aussi savoir que la pilule n'est pas bien tolérée pour beaucoup de femmes. Et malheureusement, la pilule, certaines pilules contraceptives vont avoir en effet secondaire des choses qui ressemblent beaucoup à des SPM. On parlait tout à l'heure notamment de la pilule n'était pas forcément une bonne solution toujours quand on a des PMDD par exemple. C'est pas anodin, c'est parce qu'effectivement la pilule, un des effets secondaires classiques de la pilule, c'est d'avoir des mood disorders, de créer des problèmes en termes d'anxiété, en termes d'irritabilité. Bon, ça, typiquement, si vous avez déjà ça en SPM avant de prendre la pilule, ça peut malheureusement s'empirer. Et donc, vous vous débarrassez pas de ce SPM-là et en plus, il est plus présent qu'avant. Il y a des femmes aussi qui développent tout simplement ce type de symptômes et qui les avaient pas avant de prendre la pilule. Et c'est pour ça que souvent, d'ailleurs, il y a probablement énormément de femmes qui nous écoutent qui vont se retrouver dans ce cas-là. Mais c'est pour ça qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver à changer de pilule. Et typiquement, avoir des problèmes avec des pilules qui sont avec des oestrogènes et passer sur des pilules qui sont uniquement progestatives, par exemple. Donc voilà, c'est effectivement courant d'avoir des symptômes type SPM avec la pilule, mais c'est plus vraiment le même fonctionnement, sachant qu'effectivement, les hormones de synthèse vont un peu venir perturber tout ça et vous empêcher d'ovuler, puisque c'est l'objectif de la pilule. Maintenant, effectivement, sous IUD, sous stérilet en cuivre, là, typiquement, c'est pas la même chose, puisqu'on n'a plus d'apport hormonal. D'ailleurs, le stérilet en cuivre, si vous le supportez bien, c'est une super option qui vous apporte pas d'hormones de synthèse. Il y a des femmes qui le supportent mal, c'était ton cas, Chloé. Typiquement, il y a des femmes qui vont développer des inflammations localisées, mais effectivement, si vous le supportez bien, c'est une très bonne option non hormonale. Et là, pour le coup, les dérèglements hormonaux sont toujours présents s'il y en a. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous souffrez de SPM avec un stérilet en cuivre, ça va rien changer de ce côté-là, effectivement, et ça va pas influer, ça va pas vous en créer plus, mais ça va pas non plus les résoudre si vous en avez déjà avant de le poser. Donc oui, effectivement, on peut avoir des SPM sous stérilet en cuivre, puisque effectivement, c'est pas un contraceptif hormonal, donc on n'a pas de changement ou d'impact de ce côté-là. Pour rebondir sur la pilule, très souvent, la pilule est prescrite pour diminuer les SPM, justement. Donc, les femmes qui ont un SPM très fort parlent peut-être avec leur médecin, leur gynéco. Voilà, j'ai mal au ventre, j'ai de l'acné, j'ai des choses comme ça. Et pour diminuer ce SPM, elles se font prescrire la pilule. Quel est peut-être ton avis là-dessus? Donc, prendre la pilule, pas forcément pour raison contraceptive, mais plutôt pour essayer de gérer les douleurs ou de gérer le SPM. Alors, de la même manière que le fait de prendre la pilule pour un autre dérèglement hormonal, ça pose problème. Ça pose problème parce que la pilule a été conçue pour une contraception. L'objectif de la pilule, c'était avoir une contraception. Ça n'a pas été conçu pour régler des problèmes hormonaux.
ce dont on s'est rendu compte, c'est que, bah voilà, vu qu'on empêche le corps de produire ces hormones de manière naturelle, et que certaines hormones de synthèse dans certaines pilules, du coup, vont, euh, entre guillemets, améliorer certains symptômes, on s'est dit, bah tiens, c'est bien pratique. Quand il y a des problèmes hormonaux, on va pas se poser la question, on va donner la pilule. Et donc, effectivement, on se retrouve à avoir une grande majorité de femmes qui prennent la pilule pas pour des fins contraceptives, mais pour des problèmes de dérèglement hormonaux. Et ça commence dès la puberté, puisque forcément, quand les règles arrivent, c'est là où les problèmes hormonaux apparaissent. En général, les plus courants, l'acné, effectivement, les problèmes de règles abondantes et les douleurs. C'est en général ce qu'on observe le plus souvent à l'adolescence. Et donc, bah, voilà, les gynécos et les médecins, se posant pas trop de questions pour aller chercher plus loin, se disent, bah, j'ai une solution toute simple, tu vas prendre la pilule. Et donc, effectivement, bah, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans la plupart des cas, ça va calmer les effets indésirables du SPM. Sans parler effectivement du développement de tout un tas d'autres effets secondaires, mais effectivement, ça va, dans la plupart des cas, effectivement, résoudre d'apparence les problèmes qu'on pouvait rencontrer de SPM. Le problème étant que on n'a pas essayé de comprendre pourquoi il y avait ces déséquilibres. Et quand on a des déséquilibres qui sont cachés comme ça pendant des années, ce qui se passe, c'est que quand on arrête la pilule, d'abord, bah, forcément, ces déséquilibres n'ont pas été réglés, donc ils sont toujours présents. Ils peuvent être empirés, mais pire que ça, des conditions ou des syndromes ont pu être ignorés et non diagnostiqués. Et ça, c'est un vrai problème pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand on parle des conditions les plus classiques, si par exemple on parle du SOPK, c'est une maladie, enfin c'est un syndrome, c'est pas une maladie, c'est un syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui prédisposent pour tout un tas d'autres problèmes, notamment des maladies cardiovasculaires, notamment le diabète. Et si on l'a caché et qu'on l'a pas diagnostiqué, on retarde ce diagnostic et donc on retarde des moyens d'action, des changements de lifestyle qui auraient pu être mis en place dès le début, et une prise de conscience qui aurait dû être présente très très jeune pour justement voilà, avoir le moins de chances possible de développer ce type de maladies qui sont très graves. Et ça, c'est important que j'en parle. Je veux pas, quand vous écoutez ça, ne vous dites pas, oh là là, elle dramatise. Non, non, je suis très sérieuse sur ce sujet-là. Le SOPK vous prédispose à des maladies graves. Donc, c'est hyper important d'avoir ça en tête dès le plus jeune âge. Quand on parle de d'autres types de dérèglements, le problème, c'est que c'est pas juste quand on arrête la pilule, bah mince, j'ai mes symptômes qui reviennent, ou ah bah mince, j'ai mon acné qui revient, c'est embêtant d'avoir de l'acné. C'est pas que ça, c'est aussi que mince, malheureusement, j'ai peut-être raté des petits indices qui maintenant, quand j'arrête la pilule, bah j'ai une aménorrhée, tiens, ou j'ai une endométriose qui n'avait pas été diagnostiquée, ou j'ai voilà tout un tas de choses qui vont vous freiner soit dans votre vie d'adulte, typiquement avoir de l'acné, et je peux en témoigner, hein, de l'acné à 35 ans, c'est pas fun, ou avoir des problèmes de fertilité. Et mince, on a arrêté la pilule parce qu'on va avoir un bébé. Et bah du coup, on arrête la pilule et on a une aménorrhée et on peut pas avoir de bébé. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment problématiques parce qu'on aurait pu les traiter en amont. Donc c'est le côté négatif et problématique de la pilule quand elle est donnée pour cacher un symptôme qui indiquait quelque chose d'autre. Et parce que, faut pas vous leurrer, hein, si vous prenez la pilule pour un symptôme qui n'est, voilà, qui est handicapant avant de prendre la pilule, le symptôme va revenir. C'est pas magique, hein, quand on arrête la pilule, c'est pas ah, tout va bien et maintenant je me porte bien. Et malheureusement, en plus de ça, c'est là-dessus que je conclurai sur la pilule, mais en plus de ça, la pilule va créer tout un tas d'autres effets secondaires possibles. C'est pour ça qu'on parle de syndrome post-contraceptif. Il y a effectivement des déficiences qui vont être créées. Il y a des perturbations de votre microbiome et de votre flore intestinale. Bref, il y a tout un tas d'autres choses qui étaient pas forcément présentes avant, mais qui, maintenant qu'on a pris la pilule pendant des années, sont présentes et qu'on va devoir régler. Donc, c'est pas pour dire que la pilule, c'est à mettre à la poubelle et c'est à jamais utiliser. Il y a des cas où la pilule est importante. Chacun fait ses choix, mais ce qui est important pour nous, et c'est pour ça qu'on fait ce podcast aujourd'hui avec Chloé, ce qui est hyper important, c'est de vous donner les clés. C'est-à-dire que on doit faire un choix éclairé quand on prend un médicament. La pilule est un médicament. Quand on prend un médicament, on doit savoir pourquoi on prend et on doit savoir quels sont les effets secondaires possibles. Malheureusement, quand
nos gynécos et nos médecins nous prescrivent la pilule qu'on a 14 ans, on nous dit absolument pas ce que ça veut dire, on nous informe pas sur les effets secondaires potentiels, et donc forcément vous prenez un choix pensant que ça n'aura pas de répercussions alors que ça en a. Effectivement, ça veut pas dire que c'est pas une bonne solution, ça peut être une bonne solution, mais ça veut dire qu'il faut savoir pourquoi on fait ce choix et ce que ça peut, vouloir dire à long terme. Ouais, exactement. Comme tu l'as dit, c'est même pas qu'un médicament, il faut comprendre que c'est des hormones. Ça a un impact sur le corps, c'est quelque chose d'assez sérieux et il faut juste faire un choix en étant conscient des conséquences que ça peut avoir. Et comme tu l'as dit, la pilule n'a pas été faite pour régler des dérèglements hormonaux parce que c'est pas ce qu'elle fait, justement. Elle ne règle pas les équilibres hormonaux. Et d'ailleurs, en parlant un petit peu du fait que ça peut aussi retarder certains diagnostics, merci. On avait fait un podcast avec Anaïs justement sur le gaslighting médical. Donc c'est l'épisode 26 du podcast si vous voulez aller l'écouter si ça vous intéresse. Mais du coup, ma dernière question, et je pense qu'on va d'ailleurs terminer là-dessus ensuite, c'est si on a un SPM qui nous handicape, qui dégrade notre qualité de vie et qu'on ne veut pas prendre la pilule, qu'est-ce qu'on peut faire en gros? Est-ce que tu as des pistes de solutions, des conseils? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement diminuer ce SPM, moins souffrir et mieux vivre en fait notre cycle en tant que femme? Ça, c'est mon sujet préféré. Et c'est quelque chose que ça soit sur, peu importe ce qui est lié au dérèglement hormonaux, ce qui me passionne, c'est comment est-ce que chacun d'entre nous, naturellement, avec juste des petites habitudes qu'on met en place au quotidien, tous les jours, pouvons améliorer notre santé. Et ça, c'est ultra puissant parce qu'effectivement, vous avez des clés en main. Je vais vous partager les conseils que vous pouvez mettre en place dès à présent. Évidemment, gardez en tête que si vos symptômes sont forts, il faut que vous consultiez quelqu'un qui est spécialisé et il faut faire un bilan sanguin complet, bilan hormonal complet pour essayer de comprendre ce qui se passe en amont, être sûr qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la thyroïde, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Mais voilà, gardez en tête que je vais vous donner des pistes qu'il faut mettre en place. Vous verrez effectivement si ça vous aide et si c'est suffisant. Mais effectivement, si vos symptômes sont très présents, prenez une consultation, allez faire un bilan hormonal. On veut juste être sûr qu'on n'a rien manqué, entre guillemets. Ça, c'est hyper important. C'est toujours la première chose à faire. Ouais, c'est super important. Juste, ne devinez pas. Testez, vraiment. Contrôlez, testez pour comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de votre corps. Et vous pouvez travailler avec des coachs, mais eux-mêmes ne vont pas pouvoir deviner non plus. Donc, il faut vraiment tester plutôt que deviner. Ouais, exactement. Je vais parler de quelques techniques, de quelques trucs que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien dès à présent, maintenant, à la maison, entre guillemets. Je vais parler de quelques suppléments clés. Alors attention, je veux juste faire une introduction à ça. Quand on parle de suppléments, même si les suppléments que je vais partager, c'est des suppléments qui sont plutôt safe, attention, on ne prend pas de suppléments sans savoir ce qu'on fait. On travaille avec un praticien, on est sûr que si on a un traitement médical, on ne prend pas n'importe quel supplément parce qu'il peut y avoir des interactions. Je partage des grandes lignes pour vous donner des pistes et des moyens d'action, mais toujours quand on parle de suppléments, d'herbes, etc., ne faites pas n'importe quoi. Je préfère faire ça en introduction. Dans les choses à mettre en place, d'abord, il faut suivre votre flow. Quand je dis ça, c'est toujours le truc où mes clientes me disent oh, c'est parti, elle est partie dans sa connexion au cycle, voilà, suivez votre flow, c'est parti, là, elle fait ça gourou, mais c'est ultra important. Si vous comprenez pas ce qui se passe dans votre cycle, vous n'aurez pas de moyen d'action précis et efficace. Il faut comprendre votre cycle, il faut écrire vos symptômes, il faut suivre, traquer votre température si vous prenez pas la pilule, sinon ça sert à rien. Mais il faut absolument, effectivement, traquer, comprendre ce qui se passe et savoir, ok, jour X à jour X, ce sont mes SPM. Une fois que vous savez ça, vous pouvez être consciente et vous allez arrêter de lutter contre votre propre corps. C'est la première chose à faire. Si vous n'êtes pas consciente et que, comme énormément de mes clientes, vous souffrez, vous luttez, vous combattez votre corps pendant cette période-là, et là, d'un seul coup, j'ai mes règles, je me dis « Ah, mais ouais, c'est vrai, c'est pour ça que j'étais pas bien. » Non, il faut pas attendre de comprendre que « Ah, ben oui, c'est parce que j'avais mes SPA. » Non, il faut absolument être proactive. En étant proactive, en sachant quand est-ce que ça va arriver, vous pouvez mettre en place des choses en amont, et on va en parler dans un instant, mais vous pouvez aussi être bienveillante envers vous-même. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de « Oh, mais ouais, c'est pour ça que j'étais chiante ». Non, il faut absolument avoir ça en main
avant pour commencer effectivement à être bienveillante avec vous-même et à prendre les choses en main avant que ça arrive. Quand on a ça, effectivement, quand on a cette connaissance, reconnaître la période prémenstruelle comme une période de conscience, comme essayer d'avoir cette espèce de connexion à nous-mêmes, vous verrez que vous êtes beaucoup plus détendu, vous vous comprenez beaucoup plus et vous arrêtez de lutter contre ce que vous ressentez. À ce moment-là, quand on arrive dans cette période de SPM, passez du moment des moments et des espèces de faites des breaks pour vous-même. Journalisation, écrire, c'est hyper important. Prévoir du temps, des moments plaisir, faire du yoga, prendre un bain chaud, aller faire du pilates, ne pas porter des charges méga lourdes, essayer de faire un PR, personal record au deadlift pendant vos SPM, c'est débile. C'est pas le bon moment. Je sais qu'on pense qu'on peut faire tout à n'importe quel moment du cycle, c'est pas vrai. D'un point de vue hormonal et physiologique, c'est pas le bon moment. Donc effectivement, avoir conscience de ça, ça va vous faire du bien et vous donner un empowerment là aussi. Plutôt que d'arriver à la salle, d'être nul et de pas réussir à faire ce que vous voulez, être proactive et savoir que, OK, bah là, dans les 2-3 prochains jours, je vais faire peut-être un peu plus de lisse, je vais faire peut-être un peu plus de stretching, je vais faire peut-être un peu plus de skills, plutôt que vous vous forcer à faire des choses qui sont pas adaptées. Ça va vous détruire moralement et vous détruire physiquement. C'est le meilleur moment aussi pour vous blesser. D'un point de vue hormonal, c'est aussi vrai, hein, d'ailleurs, pour information. Donc, effectivement, voilà, être au fait de tout ça et vous connecter à cette période-là. Vous poser si vous avez besoin, aller faire un massage. C'est le moment de faire tout ce qui est recovery, aller marcher en nature, vraiment vous connecter avec vous-même et prendre soin de vous-même. On parlait de l'alimentation. Vas-y. Je veux juste préciser une chose parce que, en fait, ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup sur les réseaux et qui, d'un côté, me dérange un petit peu. C'est que il y a un petit peu des protocoles au niveau du cycle, des phases du cycle où première semaine, il faut s'entraîner comme ça, deuxième semaine, il faut s'entraîner comme ça, troisième semaine, comme ça, etc. Comme si chaque femme devait faire exactement la même chose durant son cycle. Mais en fait, il faut juste comprendre que chaque femme a des cycles différents, de longueurs différentes. Ah, normalement, un cycle devrait durer une certaine longueur, mais il y a des femmes qui ont des cycles très courts, des femmes qui ont des cycles beaucoup plus longs. Et bah, comme on vient de l'expliquer, les SPM diffèrent vraiment d'une femme à l'autre, etc. Donc, juste une chose, c'est adapter, bien entendu, écouter votre corps, mais adapter en fonction de votre propre cycle. Moi, par exemple, si j'écoutais ce qu'on voyait sur les réseaux parfois, mais je serais totalement décalée parce que c'est pas du tout ce que je vis moi. Donc, écoutez-vous et adaptez par rapport à vous. Donc, si, ben, comme Anaïs vient de le dire, si un jour vous avez un SPM très très fort, vous êtes super fatigué, mal au ventre, etc., vous n'allez pas aller faire un PR. Donc, à ce moment-là, adaptez votre entraînement. Faites du stretching, faites du cardio, etc. Mais adaptez à votre propre cycle, à vos propres symptômes et pas à la théorie. Exactement, parce que d'ailleurs, physiologiquement, c'est un petit aparté, hein, mais physiologiquement, le moment des règles, donc au moment où le cycle démarre, entre le jour 1 et la semaine qui suit, c'est le moment pour faire des PR. Et si vous suivez ce qu'on vous dit sur les réseaux, c'est non mais quand t'as tes règles, fais rien, va t'allonger, fais du yoga, pauvre petite chose. Non, si vous avez un cycle qui est optimal, c'est le moment le plus important et le plus optimal pour au contraire forcer. Donc c'est vraiment quelque chose qui, voilà, faut être conscient de ce que ça veut dire d'un point de vue physiologique et pour vous, Chloé a complètement raison, c'est pas bête et méchant à appliquer, voilà, le truc basique avec des semaines type. Mais effectivement, voilà, justement, c'est pour ça que la connaissance de votre cycle est primordiale parce que sans la connaissance, vous saurez pas quand vous pouvez faire telle ou telle chose. Avant vos règles, alors bien manger, c'est important tout le temps. Il y a quelque chose quand on a des SPM qui va être hyper important, c'est de manger le plus anti-inflammatoire, brut possible. J'aime bien parler du régime méditerranéen. Alors attention, on va pas taper régime méditerranéen et faire exactement la même chose parce que je veux pas communiquer un régime strict spécifique, mais si vous pensez au mode de vie méditerranéen, qu'est-ce que ça veut dire? Poisson gras, huile d'olive, légumes de couleur, très peu de sucre, très peu de glucides raffinés. Et ça, c'est l'alimentation type pour un régime anti-inflammatoire qui va être bénéfique, notamment si vous souffrez de SPM. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut un peu avoir en tête au quotidien, mais alors surtout avant vos règles. Donc ces fameux 10 jours avant les règles,
pas de sucre simple ou très peu. Quand je dis sucre simple, là aussi attention, on parle pas de fruits, ça c'est très bien, ajouter des fruits sans problème, mais pas de sucre vide, pas de sucre blanc, pas de sucre raffiné, pas beaucoup de glucides raffinés de manière générale, énormément d'anti-inflammatoires, acides gras essentiels, bonne graisse, avocat, noix du Brésil, vous avez plein de sélénium, voilà, tout ce qui va être alimentation dense, légumes, toutes les couleurs inimaginables et possibles de légumes que vous pouvez ajouter. Plus on a de légumes de couleur, plus on a de minéraux et de nutriments, donc c'est très très bon pour vous. Légumes verts à feuilles, à ajouter le plus possible dans votre alimentation à ce moment-là également. Vraiment mettre l'accent sur une alimentation nutritive. C'est hyper important. Je sais qu'au moment des règles, au moment de DSPM, donc avant les règles, vous avez envie de sucre ou d'aliments un petit peu fast-food, etc. C'est le moment avant les règles, c'est le moment effectivement où au fur et à mesure où les oestrogènes diminuent, on produit un neurotransmetteur qui s'appelle, nos niveaux justement de neurotransmetteurs qui s'appelle la sérotonine, diminue également. Et donc, en réponse, notre cerveau nous donne envie de pâtes, de pâtisseries, de sucre, de tout ce qui booste, entre guillemets, la sérotonine. Malheureusement, pour les SPM, c'est le pire moment d'ajouter ces aliments. Donc, ce qui va être important, c'est pas d'enlever les glucides. Au contraire, il n'y aura rien de pire pour vous créer des cravings. C'est à être conscient en fait des glucides qu'on consomme. Donc typiquement les glucides les plus entières possibles, les plus proches de la nature possible, les patates douces qui contiennent plein de vitamine A et plein d'autres nutriments anti-inflammatoires qui sont hyper bons pour vous à ce moment-là. Remplacer tout ce qui va être gâteau industriel par des bons muffins maison. Vous faire je sais pas si vous êtes familier des Goddess Ball, mais un bon Goddess Ball fait maison avec des nouilles de riz. Chloé récemment, elle a fait un pad thai avec des nouilles de riz. C'est quelque chose vraiment là pour le coup, c'est un super exemple. Vous pouvez ajouter quelques noix à l'intérieur, tout un tas de légumes, des choux rouges, effectivement des pâtes de riz qui sont denses en glucides, mais pas des glucides qui sont mauvaises pour vous. C'est quelque chose qui va être hyper important. Donc vraiment mettre l'accent sur manger dense, remplacer par exemple le dessert industriel par un bon riz au lait fait maison avec du lait de coco par exemple, où on évite l'excès en lactose, mais au contraire on a des bons acides gras saturés dans le lait de coco, riches en abricots secs par exemple à l'intérieur, qui vont vous faire du bien là aussi, plutôt que vous jeter sur des gâteaux. Donc en gros, gardez en tête que cette phase lutéale, cette deuxième partie du cycle, on veut manger dense en nutriments et dense en glucides saines, pour pas avoir cette baisse d'humeur et ces envies de cravings, mais pour avoir des bons apports qui sont anti-inflammatoires et bons pour vous. On parle souvent de chocolat, des envies de chocolat. Allez-y. Le chocolat, il est connu pour prévenir la dépression. Il soutient également les niveaux de production de neurotransmetteurs qui améliorent l'humeur. C'est alors du chocolat de bonne qualité. C'est quelque chose qui peut être très bon pour vous. Il y a beaucoup de femmes qui disent oui, mais si je mange du chocolat, je vais prendre du poids. Non, actuellement, ça a été démontré que effectivement le chocolat consommé en quantité raisonnable, c'est du chocolat de qualité et du chocolat noir, aide effectivement à maintenir un poids sain et diminue les cravings et les envies de sucre, de mauvais sucre. Donc voilà, allez-y, chocolat, pas de souci. Je vais quand même un petit peu modérer. On n'est pas en train de vous dire jetez-vous sur 3 plaques de chocolat. Donc, non. Elle a dit en quantité raisonnable. Donc, en fait, si vous avez envie de chocolat, autorisez-vous à manger du chocolat. Il n'y a aucun mal à manger 1-2 rangées de chocolat. Mais ne vous jetez peut-être pas sur la plaque entière, parce que là, ça va être un peu trop riche en sucre, un peu trop riche en gras et en calories. On précise effectivement, et c'est pas du Milka, hein, j'ai bien dit chocolat noir en quantité, en quantité raisonnable. D'ailleurs, l'étude qui avait été faite, je crois que c'était sur 4 ounces, donc ça doit être quelque chose comme genre 3 ou 4 carrés de chocolat. Donc on est vraiment sur quelque chose de raisonné. Attention, effectivement, je modère mes propos. Mais c'est important, effectivement, parce que j'ai beaucoup de femmes qui se restreignent. Et plus elles se restreignent à ce moment-là sur les aliments denses en glucides, mais bons pour elles, plus elles ont des cravings, et là c'est terminé. C'est le paquet d'Oreo qui est dégommé le soir, le paquet, la box de Ben Jerry's, voilà, ça pour le coup c'est hyper dommageable, ça augmente votre inflammation, donc absolument pas, hors de question. Donc vraiment, juste garder en tête effectivement Vas-y. Après, moi je t'avoue que
Manger du chocolat, enfin, quand j'ai envie de chocolat, moi, j'adore le chocolat au lait. Donc, si j'ai vraiment envie de chocolat, je préfère manger honnêtement une rangée de chocolat au lait plutôt que du chocolat noir qui, au final, va pas vraiment me satisfaire. Te plaît pas. Ouais, 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 clairement. Mais effectivement, voilà, on veut essayer d'avoir une consommation raisonnée et vraiment, vraiment éviter d'avoir des sucreries, des produits raffinés, des glucides simples en excès parce que ça va empirer tout simplement votre SPM. Donc voilà, mettre l'accent poisson riche en oméga 3, huile de bonne qualité, avocat, etc., etc. Euh, voilà, remplacé par des produits denses et riches, quoi, tout simplement, en nutriments. Là, tu parles beaucoup surtout des envies, envie de sucre, envie de gras. Moi, dans mon cas, par exemple, c'est vraiment une augmentation de l'appétit, tout simplement, dans le sens où, par exemple, bah, en juin, par exemple, j'avais pris 1 kilo en 3-4 jours parce que j'avais tellement faim, mais j'avais pas du tout envie de chocolat, de sucre, etc. J'avais juste faim et du coup, je mangeais en plus grosse quantité. Mais quand je te dis en plus grosse quantité, c'était les plus grosses quantités de riz, de brocoli et de poulet. C'était juste ça. Est-ce que tu conseillerais d'augmenter les apports un petit peu si on a plus faim, justement, avant les règles, pour que ça reste encore. Bah, en fait, il y a beaucoup de femmes qui disent j'ai plus faim, donc j'ai de la peine à me contrôler. Est-ce que on pourrait peut-être augmenter les macros pendant quelques jours pour que ça reste contrôlé, mais qu'on soit satisfaite? Ça, c'est une super question. J'adore cette question parce que ça revient hyper souvent, surtout pour les femmes qui, voilà, qui gèrent, qui comptent leur macro notamment. Oui, réponse courte, oui. Clairement, il a été, enfin, c'est ce que j'observe avec toutes mes clientes, mais ça a été aussi un petit peu recherché, c'est que moins on va écouter ces envies-là, surtout quand c'est des envies saines, où on a juste faim. Plus on va augmenter les cravings, plus on va augmenter les risques du coup de se jeter sur des mauvais aliments et plus du coup l'augmentation calorique est importante. Il vaut mieux augmenter de 100-200 calories avec des macros qui sont avec des ratios entre guillemets, avec vos ratios, avec suffisamment de protéines, c'est-à-dire qu'on n'ajoute pas juste des glucides, on ajoute effectivement un petit peu de lipides, on ajoute des protéines, on garde des ratios qui sont équilibrés. Il vaut mieux faire ça 100-200 calories plutôt que de s'empêcher de le faire, de ne pas écouter sa faim, parce que ce qu'on observe, c'est qu'en général, du coup, ça finit par un craquage qui fait du mal au moral, mais aussi, malheureusement, va empirer vos SPM ou les symptômes pendant les règles, parce qu'en général, c'est de mauvais aliments qui vont être pro-inflammatoires. Donc, il faut effectivement clairement augmenter les apports. Si vous avez faim, c'est qu'il y a une raison. Alors, évidemment, quand on est en prep, ça sera un petit peu différent. Mais dans le cadre d'un lifestyle classique, oui, oui, augmentez et vous verrez que ça n'aura pas de répercussion sur votre poids du tout. Il faut savoir aussi, même si vous êtes en perte de poids, en sèche, si vous augmentez de 100, 200 calories, vous n'allez pas être en surplus calorique. Donc, c'est pas ça qui va vous faire prendre du poids. Vous allez être peut-être sortir du déficit et être en maintien, donc ça aura aucune incidence. Vous allez peut-être pas progresser à ce moment-là, ou peut-être que oui quand même, mais il faut pas avoir peur. C'est pas que vous allez prendre du poids en fait en augmentant un petit peu vos macros. Et si vraiment vous êtes en déficit calorique, ben, augmentez principalement les protéines en fait pour ça aide. Effectivement, ouais, point de vue alimentation, on fait attention d'un point de vue alimentation de manière générale sur avoir une approche vraiment nutritive avant les règles. Ça va être hyper important. Et manger, voilà, dense, nutritif et effectivement adapter vos macros si besoin à ce moment-là. Pour conclure sur les différents apports que vous pouvez ajouter à ce moment-là. On parlait tout à l'heure, je vous faisais une introduction sur les suppléments. Alors, il y a quelques suppléments qui peuvent vous faire du bien pour les syndromes prémenstruels, notamment le magnésium, glycinate, le citrate de calcium, on parlait de la vitamine B6, vitamine E, DPA, EPA, donc tout ce qui est oméga 3, hyper, hyper, hyper important. Quelques herbes pour le syndrome prémenstruel qui peuvent vous faire du bien. Encore une fois, toujours bien vérifier qu'il y a de la compatibilité pour vos traitements et vous faire accompagner sur ça. Mais une herbe qui est hyper intéressante qui s'appelle le Vitex qui peut être utilisé pour les SPM. Lactea grappe noire également et la pivoine qui peuvent être très intéressantes. Et on va avoir toutes les herbes anti-stress. Le stress, comme on le disait tout à l'heure en introduction, a un énorme impact sur votre SPM. Donc, toutes les herbes qui vont améliorer l'humeur, améliorer l'anxiété, la grippaume, le millepertuis, la passiflore, la camomille peuvent être effectivement des
des herbes qui peuvent vous aider avant vos règles. Tous les adaptogènes également, et ça, je vous invite à écouter le podcast sur le stress et les hormones parce que je parle des adaptogènes un peu plus en détail. Mais les adaptogènes, du coup, qui sont un groupe d'herbes spécifiques qui aident le corps, comme leur nom l'indique, à s'adapter, entre guillemets, mais en gros, à être résilient face au stress. Et donc, l'ashwagandha, par exemple, l'ashwagandha, par exemple, le reishi, basique, sacré, etc., qui peuvent fortement vous aider. Et vraiment, vraiment, vraiment mettre l'accès, mettre vraiment votre attention sur la gestion du stress. Ça va être super important si vous êtes stressé, parce que vous verrez effectivement que ça va vraiment, vraiment améliorer vos SPM. Vraiment vous reconnecter à votre corps, essayer de bien, bien, bien comprendre vos cycles. Comme on le disait tout à l'heure, ça va être un des outils les plus importants pour vous aider tout simplement à faire face à cette période-là. Du coup, si ça vous intéresse, là, Anaïs vient de parler du podcast. Si jamais c'est l'épisode qui vient de sortir, donc juste avant celui-ci, c'est l'épisode 39, donc l'impact du stress sur les hormones, si vous voulez aller l'écouter. Du coup, encore une chose importante, comme Anaïs, elle a dit, faites attention au niveau des compléments, ne faites pas ça toute seule, pardon. Et si vous avez un SPM qui est assez fort, que vous voulez vraiment diminuer, que vous voulez rendre plus facile à vivre vos cycles, n'hésitez pas à travailler en fait avec Anaïs. C'est son métier. Donc elle fait du coaching ou des consultings. Donc si vraiment vous avez envie de travailler avec elle, n'hésitez pas à nous envoyer une demande de coaching sur feedbackchloé.com. Remplissez le formulaire et ensuite Anaïs va vous contacter pour booker un appel qui est gratuit, sans engagement, pour pouvoir en fait discuter avec elle de votre cas et de voir comment elle pourrait vous aider, et du coup elle va vous proposer des solutions adaptées à votre cas. Du coup, je pense qu'on a fait un peu vraiment le tour du sujet. Anaïs, est-ce que tu avais encore quelque chose à ajouter? Non, juste pour conclure, vraiment, comme le disait Chloé, faites-vous accompagner, essayez d'avoir des bilans complets pour essayer vraiment d'être sûr qu'il n'y ait rien qui traîne derrière, qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas un déséquilibre plus important. Et voilà, vraiment, faites-vous accompagner, ne pensez pas que vous devez subir. Et ça, c'est vraiment le mot important à retenir dans ce podcast. C'est voilà, essayez de vous rappeler que c'est pas normal de souffrir et qu'il y a des solutions qui existent et que vous n'êtes pas tout seul face à ça. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de mes services, effectivement, mais surtout de mettre en place certains des conseils qu'on a pu détailler pour tout simplement pour arrêter de souffrir et pas subir tous les mois ces symptômes qui sont handicapants. Du coup, encore beaucoup Anaïs pour ce podcast. Si jamais on va parler dans un podcast de l'aménorrhée, on va parler de l'importance du cycle menstruel, etc. Donc il y a beaucoup de podcasts encore sur le sujet du cycle, des hormones, etc. qui arrivent. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si cet épisode vous a plu, mettez-lui aussi une note, partagez-le sur les réseaux sociaux, ça nous aide toujours. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.